Vous vous rendez compte qu'on est devant vous pour vous demander de nous rendre nos aïeux, pour nous rendre Kwani, PKP, Miakapo. Nous avons eu cette chance inouïe au mois de septembre dernier de les voir au bout de 132 ans. 6 boîtes grises. Et nous avons aussi trouvé des bustes moulés et des mains et des pieds de nos 2 Arawaks qui ont été découpés, qui ont été au nom de la science. Il a été disséqué au nom de la science, mais il y a aussi ses ossements au musée. Donc actuellement, nous demandons le retour de nos 6 restes humains et nos 2 bustes, mains et pieds, qui rentrent chez eux sur leur terre ancestrale. Aujourd'hui, nous sommes sur un nouvel épisode dans le regard de Itsu, épisode 4. Bonjour Itsu, merci pour cette invitation. Donc, je suis Corinne Toka de Villiers, présidente d'une association qu'on appelle Moliko Aletopo, qui a été fondée en 2021. D'accord, et ça signifie quoi Moliko Aletopo, c'est les descendants de Moliko et de tous les descendants des personnes qui ont été exhibées, car l'association veut aujourd'hui, depuis 4 ans maintenant, faire reconnaître un passé douloureux colonial, des exhibitions ethnographiques qu'ont subi 47 Kali'na et Arawaks de Guyane et du Suriname. Je suis de Galibi, mon embryon est sur les terres de Galibi, un village du Suriname, à l'embouchure du fleuve Maroni et de l'Atlantique. Et à l'âge de mes 8-9 ans, je suis partie à Saint-Laurent. Et après, j'ai fait toutes mes études. Et ça fait 25 ans que je vis dans l'Hexagone. Mais j'ai toujours été attachée à ma terre. Et je n'ai jamais coupé les ponts avec ma chère Guyane. Donc, je suis une Kali'na, donc de nation Kali'na des peuples autochtones parmi les 6. Ma maman est Kali'na de père-mère. Et mon papa est un métis indien, afro, européen, caraïbe. Comme je disais tout à l'heure, je suis née à Galibi, donc un village autochtone. Comme je suis née à Galibi, qui est un village qu'on trouve à l'embouchure en face de Awala Yalimapo, donc vous êtes sur la plage de Yalimapo et il y a ce village, mais côté Suriname. Donc, on traverse le fleuve Maroni, mais c'est vraiment entre l'Atlantique et le fleuve. Donc, je suis née là. Donc, j'ai vécu jusqu'à mes 9 ans dans la tradition culture ancestrale Kali'na. Ma grand-mère et mon grand-père m'ont vraiment fait vivre mes 10 premières années dans cette culture et j'ai baigné dedans. Je parle la langue Kali'na. Mon grand-père est un chaman, donc j'ai été instruite aussi par toute cette spiritualité et chamanisme qu'on pouvait avoir à l'époque. Aujourd'hui, on en a un peu moins. Et ma grand-mère m'a donné toute l'éducation qu'une femme autochtone pouvait avoir et a aujourd'hui. Donc, je suis vraiment née et inspirée de ma culture avec laquelle aujourd'hui je jongle entre la culture traditionnelle et la culture européenne. Et c'est cela aujourd'hui qui est mon équilibre. Un chaman, un priaille chez nous, c'est l'homme, c'est le monsieur, c'est le grand-père, le touchi qu'on respecte. Il est appelé, il est enseigné par un autre priaille, chaman. Il va en forêt, il fait ce qu'ils ont à faire. C'est une formation très lourde. Ils boivent le nectar d'un arbre sacré, le takini. Et quelques mois après cette formation secrète en forêt, ils rentrent au village. On leur fait une cérémonie mémorable pour valider leur passage de l'être normal au chaman. Et le chaman, qu'est-ce qu'il fait? Il y a le bon et le mauvais. Me connaissant et mon expérience, il y avait quasiment une vingtaine de priailles quand j'étais au village Galibi, quand je suis née, donc aujourd'hui j'ai 48 ans. Et il guérit dans tout ce qui est spiritualité, l'invisible. Lui, il voit l'invisible que nous, l'homme,
normal, on ne voit pas. Parce qu'il est connecté à ses gardiens. Je suis née dedans. J'ai été une petite fille très prématurée et j'ai été guérie par des chamans. D'accord. Donc j'y crois, c'est en moi. Et d'ailleurs, tout le travail mémoriel et de l'association est basé et structuré et est guidé par les prières, par la spiritualité, puisqu'on parle de mort. Et le mort, c'est complètement dans la culture connectée aux prières et aux chamans. D'où on a fait venir un chaman dernièrement pour apaiser les âmes de ces morts. Le but, avant d'expliquer pourquoi, c'est juste que notre histoire doit retrouver sa juste place dans l'histoire de la France. Et sans polémique, nous avons toutes et tous une histoire douloureuse. Il y a eu l'esclavagisme, il y a eu les exhibitions, et il y en a d'autres. Le génocide. Le génocide, il y en a tellement. Donc je pense que c'est naturel de vouloir aujourd'hui retrouver, parce qu'une forme de respect de ce qui s'est passé pour nous, c'est notre racine, c'est notre entité. Et c'est en connaissant notre histoire dès le départ, cela nous permet aussi d'exister, de savoir qui on est réellement, d'où on vient, qu'est-ce que nos ancêtres ont subi. Ça donne aussi une forme de réflexion, de force pour tout ce qu'il y aura à subir dans ce monde. Parce que des fois, c'est ce que je me dis aujourd'hui, si mes ancêtres ont été exhibés dans le froid, il y en a qui sont morts malheureusement, mais ma grand-mère est revenue vivante. Elle a dû être une femme, une petite bout de femme Kalinia très forte pour subir tout ça et revenir vivante. Donc je veux peut-être ça aussi dans mes veines. Donc connaître sa racine vous permet de vivre dans ce monde aujourd'hui qui n'est pas spécialement toujours positive. Parce que psychologiquement, on se dit, ils sont morts pour nous, ils se sont battus pour nous. Nous ne devons rien lâcher. Nous devons continuer leur travail. Parce que c'est nous sommes la génération, ils se sont battus pour nous. Donc nous devons continuer jusqu'au bout. Il s'est passé que mon grand-père, Toka Alphonse, me racontait quand j'étais petite, justement à Galibi, au village de Suriname, que sa grand-mère était partie, amenée par un blanc. Et tout le monde connaissait cette histoire. Et que d'ailleurs, lors des recherches, on posait la question, est-ce que vous connaissez l'histoire des Kalinia qui a été emmenée à Paris? Et tout le monde disait oui, mais sans connaître vraiment, réellement pourquoi, comment, les morts. Bon, bref, toute l'histoire qu'on peut aujourd'hui décortiquer parce que le travail a été fait. Donc, quand j'ai découvert, j'ai mis cette histoire-là de côté. Et en 2018, j'ai vu une émission Sauvage au cœur des eaux humains de mon ami Pascal Blanchard et de Victor Bruno PGB, et de voir ma grand-mère interviewée à travers cette histoire-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le soir même, j'ai eu comme une voix, un rêve. Et je savais que le lendemain, il fallait que je fasse quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et un mois après, l'association est née. Je suis partie en Guyane pour pouvoir faire adhérer toutes les institutions de Guyane. C'est parti de la collectivité au Grand Conseil coutumier, tout le monde, les parlementaires. Et il fallait que la population de Guyane connaisse cette histoire. Et c'est ce qu'on a fait pendant un mois, et chaque fois, chaque année, et jusqu'à aujourd'hui où il y a une reconnaissance officielle de cette histoire en Guyane par un mémorial qu'on a inauguré en 2024 à Yarakubo. Oui, 2024. Et cette année, on a fait la première commémoration. Et nous avons 2 femmes, Pipi Molko qui est ma grand-mère côté mon grand-père, Toka Alphonse, et Pipi Ayeramo qui est aussi ma grand-mère qui a été exhibée 10 ans auparavant, qui était dans le coin de Yarakubo. Donc ces 2 femmes-là, pourquoi? Parce que Molko a été la première réellement identifiée par Roland Bonaparte, collectionneur de photos de l'époque. Ces photos-là, on les trouve aujourd'hui au musée Quai Branly. Et quand j'ai découvert ça, j'ai demandé à faire une convention culturelle et scientifique avec le musée Quai Branly pour justement travailler sur ces documents. Et aujourd'hui, nous collaborons ensemble. Nous avons fait un travail d'identification sur 8 mois et sur les 47 ou les 33 exhibés 1892, on a identifié 27 individus.
Et en cherchant du coup sur le terrain les grands-mères, les pipis qui nous disaient « et nos morts », et nos morts, je ne vous cache pas que ça a été une obsession. Et quand je suis revenue, le travail d'identification avait été fait, mais et nos morts. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était le Muséum d'histoire naturelle qui avait les documents au départ, qui est devenu Musée de l'Homme. Et le Musée de l'Homme avait donné des documents au Musée Quai Branly, mais tout ce qui est restes humains était au Musée de l'Homme. Et c'est ainsi que j'ai demandé une consultation de tout ce qu'on pouvait avoir trouvé au Musée de l'Homme. Je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais trouver. Et quand nous a donné le feu vert, mais nous avons découvert tous les documents concernant nos morts. Et ils sont actuellement 6 au Musée de l'Homme. Nous avons eu cette chance inouïe au mois de septembre dernier de les voir au bout de 132 ans. Donc des 6 boîtes, à vous, quoi. 6 boîtes grises. Et nous avons aussi trouvé des bustes moulés et des mains et des pieds de nos 2 Arawaks qui ont été découpés, qui ont été au nom de la science. Donc il y en a un, on ne le retrouvera peut-être jamais puisqu'il est dans des bocaux. Et l'autre, il a été disséqué au nom de la science, mais il y a aussi ses ossements au musée. Donc actuellement, nous demandons le retour de nos 6 restes humains et nos 2 bustes, mains et pieds, qui rentrent chez eux sur leur terre ancestrale, la Guyane. Et ça se passe comment dans vos demandes-là Quand nous avons découvert cette nouvelle, ça a été un choc parce qu'il fallait l'annoncer à la Guyane. Il fallait l'annoncer aux priailles, aux chamans. En fait, il y avait des soupçons, mais il n'y avait pas de confirmation. Et là, vous avez eu la confirmation. On a eu la confirmation avec tout le travail qu'on avait fait, tous les noms. Et de tout le travail qu'on a fait, ça concordait complètement avec ce travail de fourmi. D'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement a reconnu que c'est un travail qui était tellement bien fait qu'ils ne peuvent pas dire non à cette demande. Il n'y a pas de faille, si vous voulez. Et il fallait annoncer cette nouvelle au bout de 132 ans. Et il a fallu que je fasse une demande officielle aux 14 chefs coutumiers et aux priailles, aux chamans. Est-ce que vous voulez, oui ou non, qu'on fasse une demande de retour de nos restes humains? Si les chamans m'avaient dit non, je n'aurais pas fait ce travail-là. Puisque pour moi, ce n'était pas possible de faire rapatrier des ossements sans une forme de spiritualité et d'apaisement de leurs âmes qui errent depuis 132 ans. Donc les chamans ont vu dans leur spiritualité, dans tout ce qu'ils se connaissent. Et un jour, ils m'ont donné la réponse en me disant « oui, ils veulent revenir ». Et c'est comme ça que le travail de demande de restitution a commencé. On a fait une demande auprès des sénateurs, des députés du gouvernement. Et pour les booster, on a fait venir une délégation à Paris. On a refait tout leur circuit. Le lieu où ils ont été exhibés, au jardin d'acclimatation, à 50 mètres du lieu. On a été au musée Quai Branly voir les vraies photos. Et on a été faire notre cérémonie spirituelle au musée de l'Homme face à 6 boîtes grises. Et après, on a fait tous les parlements, les ministères. Et ça a tellement boosté ce déplacement que dans le mois qui a suivi, il y a eu un rapport qui a été demandé par l'ancien ministre, M. Barnier. Il a nommé Christophe Marion pour faire un rapport sur notre demande qui a tout de suite engendré sur une proposition de loi députée. Et parallèlement à ça, on avait demandé à Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, de nous faire aussi une loi. Donc actuellement, on a 2 lois, une qui est uniquement pour les Kali'na et une qui est au niveau national, qui veut dire que tout le monde, tous les Français pourront réclamer leurs restes humains. Il faut que ça paye pour tout le monde. Il faut que ça paye pour tout le monde, surtout qu'il y a une mouvance aujourd'hui où nous sommes tous dans notre demande de restitution, que ce soit dans les arts, les choses spoliées, les objets spoliés et nos restes humains. Donc la Guadeloupe, la Réunion est actuellement en plein travaux dessus parce qu'il y aura aussi une future demande. Donc nous voulons aussi accélérer tout ce retour-là parce que ça fait 132 ans et nous, notre travail de l'association Moliko, il a été fait. Donc il y a juste maintenant que le gouvernement se mette en place, qu'on retrouve un équilibre pour pouvoir refaire les démarches qui, j'espère, commenceront avant la fin de l'année.
Et pour cela, ben, nous sommes accompagnés par la collectivité territoriale de Guyane pour tout ce qui a été dans le mémoriel, projet. Et puis au Parlement, ben, c'est le député Jean-Victor Castor qui est le référent de ce dossier et qui est comme moi, hein, je pense, déterminé jusqu'au bout, malgré les aléas du gouvernement. Puis je pense que voilà, on n'est plus au stade où on va lâcher quelque chose. Mais c'est dingue. On est vraiment dans une réalisation positive, on en est conscient. Ben, premièrement, je vous félicite, mais c'est dingue de se dire qu'on doit se battre en 2025 pour des restitutions Oui, de vos ancêtres. ça, c'est la pire des... Quand on y pense dans l'humain qu'on est, d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait souvent même face à des ministères, vous vous rendez compte qu'on est devant vous pour vous demander de nous rendre nos aïeux, pour nous rendre Kouani, PKP, Miakapo. Mais quand j'ai découvert l'histoire, je suis passée par toutes les négativités, haine, colère, incompréhension, bon bref, tout. Je pense que c'était normal, il fallait faire cette approche-là. Et pendant 6 mois, j'ai vraiment fait un travail sur moi. J'ai eu 2 choix. Soit le choix revendicatif, mais alors violence, avec des mots forts, comme on connaît trop souvent. Ou alors cette autre option qui se présentait aussi à moi par rapport à ma personnalité, plus dans le pacifisme, plus dans le respect et dans le calme. Et je crois que je me suis lancée sur cette voie et je me suis dit, ben, on verra bien. On verra bien si l'autre est humain face à moi, avec le respect et avec le pacifisme. Et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Ça a même déstabilisé quelques gouvernements, je me rappelle, lors de nos... S'attendait à ce que tu t'énerves Qui peut-être. s'attendaient à ce qu'on arrive avec la haine, la colère, pour se justifier du coup, hein, de se dire, mais voilà, encore une qui arrive très en colère, donc il y a un blocage quelque part. Donc il y a eu beaucoup de diplomatie aussi. Donc c'est vraiment cette voie-là qui a donné aujourd'hui, je pense, le résultat que nous avons, 2 lois en perspective, en attente. Même les institutions qui, à une époque, ne voulaient rien entendre de tout ce travail, de toutes ces personnes exhibées, nous ont ouvert leurs portes. Donc, je pense que c'est cette voie-là qu'il faut prendre. Et j'encourage toute personne qui ont une histoire, parce que nous avons le droit d'avoir notre histoire, et puis de le revendiquer naturellement. C'est, comme je dis souvent, hein, toute histoire doit retrouver sa juste place dans l'histoire de la France. Ceux qui ont fait du mal à une époque doivent assumer ce qu'ils ont fait. Je ne nous victimise pas, au contraire, il faut aller devant, au-delà de tout ça. Donc, je souhaite vraiment que d'autres prennent exemple et qu'ils se disent, moi aussi j'ai une histoire, eh bien, je n'ai pas peur d'y aller. Et il faut le faire avec pacifisme et avec respect. Je pense, par rapport à l'expérience que j'ai, que c'est comme ça qu'on réussira à avoir des résultats. Parce que l'objectif doit être, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour mon peuple, je le fais pour ma Guyane, je le fais pour mon Suriname, je le fais pour l'histoire, le grand H, histoire. Et je crois que quand on a tout ça dans le même panier, eh bien on le fait avec respect et pacifisme et avec, je dirais pas gentillesse, mais dans le calme. Parce que ça ne dépend pas que de Parce toi. que ça ne dépend pas que de moi. Et on parle de mort aujourd'hui, mais demain on parlera d'objets spoliés, on parlera de tellement de choses. Gardez ça en fil conducteur et ça a tout un succès. Et nous y arriverons de toute façon.